beaucoup de catégories de femmes, chef d'entreprise, femme écrivain, mère de famille. Oui, aussi, tout à fait. Voilà, tout ce qui fait qu'une femme d'aujourd'hui, sans galvauder un peu le terme. Donc, avant de parler de votre livre qui s'appelle Sous le bougainvillier, qui a quelques particularités, notamment celle d'être écrite à la fois en français et en espagnol, et on va comprendre pourquoi rapidement. On va parler un petit peu de vous. Donc ici, c'est pas indiscret, est-ce que je peux vous demander votre âge? Bien sûr, j'ai 41 ans et tout d'abord, je voudrais remercier Radio Déclic de me recevoir. C'est très gentil de votre part. Donc voilà, j'ai 41 ans. Mon parcours est un peu atypique dans le sens que j'ai été professeur d'espagnol. J'ai exercé cette profession pendant 14 ans. En me disant toutefois que je la ferai pas toute ma vie, j'ai souhaité faire de l'enseignement parce que j'ai donc 3 enfants et que je voulais trouver une profession qui me permette de m'en occuper. Mais j'avais quand même dans l'esprit de changer de carrière pour avoir un petit peu une autre expérience professionnelle. Et donc maintenant qu'ils sont un petit peu plus autonomes, j'ai choisi de revenir à mes études, aux études que j'ai faites, à savoir les langues étrangères appliquées au commerce international. Donc j'ai fait ma licence en Espagne, j'ai fait ma maîtrise en Angleterre. Donc avec la compétence des langues étrangères, je peux me reconvertir dans ce nouveau métier dans lequel j'aide des entreprises à exporter différents produits. Voilà. D'accord. Avant de parler toujours de votre ouvrage, on va peut-être en profiter si on peut donner quelques conseils aux jeunes filles, jeunes femmes qui nous écoutent, parce que vous avez quand même une carrière universitaire un petit peu importante, une carrière professionnelle intéressante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler, faire des langues, pour voyager, parce que vous avez beaucoup voyagé. Donc je sais que les jeunes maintenant ont très envie de voyager. Est-ce que c'est important de parler notre langue, de voyager? Alors je pense que c'est vraiment très très important, et puis c'est aussi une ouverture d'esprit. Et donc moi j'ai pu faire tout ceci grâce à Erasmus, donc qui est mis en place dans les universités. Qui existe encore? Voilà, qui existe encore, puisque ma fille va le faire l'an prochain d'ailleurs en Angleterre. Donc c'est vraiment une opportunité pour rencontrer beaucoup de personnes différentes, de connaître des cultures différentes. Et je pense qu'actuellement, parler plusieurs langues, c'est vraiment un détail dans certaines professions. Donc j'encourage tous les jeunes à essayer de faire Erasmus parce que c'est vraiment très très important. Après les voyages, à travers mon métier et à travers donc mes études, j'ai rencontré pas mal d'étrangers, ce qui m'a permis aussi après de voyager donc avec toute ma famille pour aller donc notamment en Amérique latine ou aux États-Unis pour pouvoir partager avec mes enfants justement le goût du voyage et le goût de la différence. Voilà, donc le roman Sous le bougainvillier se passe un petit bout en Argentine justement. Alors comme je l'avais exprimé tout à l'heure, c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai on manque un petit peu d'Argentine dans ce livre. On a envie d'en savoir un peu plus sur ce pays. Alors, avant de raconter l'histoire, est-ce que vous pouvez nous parler pourquoi vous avez voulu situer une partie de l'histoire en Argentine, justement? Alors, j'ai voulu la situer en Argentine parce que ça fait assez exotique. C'est un pays que j'ai visité, mais on n'est resté que dans la capitale, qu'à Buenos Aires. Donc, je me suis vraiment inspirée plutôt de photos que j'ai regardées parce que La Pampa, qui est un des lieux principaux de mon roman, je ne l'ai pas vu en réalité. Voilà, l'Argentine, bien parce que l'Amérique latine, j'y suis très attachée. Au niveau de la langue espagnole, c'est un des accents que je préfère, l'accent argentin. Donc voilà, je voulais vraiment que mon histoire se situe dans un lieu lointain qui m'inspire beaucoup. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet accent argentin, pour quelqu'un qui ne connaît pas? Alors, il est très très chantant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Maradona à l'époque, quand il faisait des commentaires. Il a vraiment il a vraiment un esprit chantant. Par exemple, je pourrais vous dire pues aquí estamos pasando en la ciudad, comme pourrait dire un madrilène, et un argentin pourrait dire pues aquí estamos pasando por la ciudad. C'est vraiment très très chantant. Oui, effectivement, ça fait sourire. Effectivement, on sent la différence et c'est un petit peu plus gai finalement. Voilà, plus gai. Et puis vraiment, c'est cette particularité entre eux, même les Espagnols ou dans tous les pays d'Amérique latine, ils reconnaissent un Argentin dès qu'il a ouvert la bouche. D'accord. Donc ce pays, vous l'aimez? Voilà, je l'aime beaucoup, comme toute l'Amérique latine aussi, et l'Espagne, pourvu qu'on parle espagnol.
On va faire une petite pause musicale. Je vais vous demander ce que vous avez choisi plus particulièrement. Alors, j'ai choisi aujourd'hui une chanson de Michel Jonas parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Et quand je l'ai entendu cette chanson, je me suis dit, tiens, on a vraiment des thèmes en commun entre ce que j'ai pu écrire dans mon livre et les paroles de sa chanson qui s'appelle J'espère retrouver ma douce. Pardon. Michel Jonas. Après cette petite pause musicale, j'ai le plaisir de retrouver Anne et Delphine Mourgue qui va nous parler de son livre Sous le Bougainvilliers. Oui, nous reportons donc sur l'ouvrage Sous le Bougainvilliers. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire d'amour ? Alors oui, je pense qu'on peut dire que c'est une histoire d'amour. Donc Sous le Bougainvilliers, qui en espagnol donne Bajo la Bugambilla, en fait est un mélange de beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur. En fait, j'ai toujours écrit. Mes enfants savent que sur les feuilles qu'ils trouvent autour de mon bureau, autour de mon lit, il y a toujours des phrases écrites, des fois des paragraphes. Et une période de ma vie, la période pendant laquelle j'ai décidé de changer de métier. Alors la chose qui m'y a un petit peu poussée aussi, c'est que j'ai eu un problème de santé et je pensais que ça allait être terrible. Donc je me suis dit, si on m'annonce quelque chose de positif, je vais prendre ma vie en main et faire vraiment les choses qui font peur, mais qui doivent être faites pour que je n'ai aucun regret. Donc je me suis dit, j'arrête d'être enseignante, je laisse ce métier pour me lancer dans ce que j'ai toujours voulu faire, et mes petites phrases que j'écris tout le temps, et je vais essayer d'en faire une histoire. Donc j'ai effectivement mis beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur, tels que l'amour, les histoires passionnelles, ça me fascine. La réincarnation aussi, les enfants, la vie de famille, les générations, tout ceci m'intéresse beaucoup. Donc je me suis dit, allez, avec toutes mes idées, je vais essayer de faire une histoire qui se tienne. Et en fait, l'inspiration, c'était vraiment étonnant parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais aucune idée de comment elle allait terminer. Je savais pas mes personnages, ce que j'allais en faire. Et l'inspiration me venait parfois la nuit, parfois quand j'allais au travail, je m'enregistrais sur un petit dictaphone. Et puis petit à petit, elle s'est mise en place. Alors, elle s'est mise en place en français ou en espagnol ? Alors, elle s'est mise en place en français et en espagnol parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que dès que j'écrivais une idée en français, je la traduisais tout de suite en espagnol. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le livre en français d'abord et ensuite en espagnol. C'est-à-dire que les langues se sont nourries les unes avec les autres. Alors, pour tout vous dire, l'espagnol m'a beaucoup aidé à me corriger au niveau des temps parce que les temps en français, c'est plus difficile qu'en espagnol. Donc, je me disais, bon, en espagnol, je dirais comme ça, oui, donc c'est pas un imparfait, il vaudrait mieux mettre un passé simple, ou encore pour des fautes d'orthographe aussi, l'espagnol m'a beaucoup aidé. Et puis il y a des choses que j'avais envie de faire sonner en espagnol, donc j'écrivais d'abord la phrase en espagnol et puis je la traduisais en français. Mais on a du mal à imaginer effectivement quand on n'est pas bilingue, comment ça vous vient à l'esprit ? Est-ce que le mot sonne ? Est-ce que l'amour sonne en espagnol ou est-ce que l'amour sonne en français ? Ah, les deux, ça sonne très très bien. Et ce qu'il y a, c'est que je lis beaucoup justement quand on est enseignant en langue. Je pense que les langues vivantes, il faut vraiment les entretenir et donc je lis tout le temps en espagnol et je regarde beaucoup de films en VO en espagnol. Donc c'est vrai que je l'ai à l'esprit, mais en Espagne j'y vais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Donc c'est vraiment une langue qui résonne dans ma tête toute la journée. Et des fois il m'arrive de parler espagnol à mes enfants. Bon, même s'ils ne me comprennent pas, c'est pas grave. Je me fais plaisir. Donc voilà, donc effectivement, les thèmes que j'ai choisis sonnaient très très bien aussi en espagnol. Oui, donc en français pour nous à Radio Déclic, hein, ça suffira. Donc ce livre, on vient de le dire, c'est une histoire d'amour. Il y a effectivement un petit chapitre dont vous avez parlé, enfin un petit épisode qui s'appelle la réincarnation. Voilà, c'est un peu surprenant. On ne s'attend pas à ça, effectivement, la fin des chapitres... on ne s'attend pas à cette histoire de réincarnation au milieu de cette histoire d'amour. Alors la réincarnation, oui, c'est un thème qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, eh bien, il y a beaucoup de religions qui en parlent quand même. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe réellement après la mort. Donc, c'est un thème que j'ai réussi à insérer dans mon roman. Et effectivement,
J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à Madrid où j'ai été invitée pour parler donc de mon roman dans une école où il a été choisi pour être étudié, pardon. Et une des étudiantes m'a dit c'est dommage, dans votre chapitre sur la réincarnation, on aurait aimé que vous en racontiez plus, que vous nous disiez plus comment ça se passe. Alors en rigolant, je lui ai dit mais je ne sais pas comment ça se passe. C'est tout de l'invention, de l'imagination, et c'est ça qui est un vrai bonheur d'écrire, c'est qu'on peut dire et inventer tout ce qu'on veut, et ça franchement je trouve ça fabuleux comme expérience. Et ça m'a fait aussi beaucoup plaisir de voir que en tant que lectrice, l'étudiante elle était vraiment rentrée dans ce chapitre-là, et comme si je détenais les clés de ce qu'est la réincarnation, elle aurait voulu que je lui en livre plus. Donc voilà, je vais vous lire un petit passage. Oui, c'est bien, oui. Donc là-dessus, alors, pour ce passage de la réincarnation. Qui êtes-vous ? Nous sommes ce que tu es. Comment pourrais-tu te définir ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai la conscience de tout ce que j'ai vécu en bas. Je sais que là-bas, j'attendais de voir si les émotions allaient modifier ma parole, mon aspect ou mon ressenti. Rien de tout cela. Je continuais à être bien, à flotter, à parler librement. Tout à coup, je vis clairement mon amie à son travail, plaisantant avec un collègue. Aussitôt, une autre amie, en train de mâcher un crayon, penchée sur son dossier, l'air sérieux. Je peux peut-être vous le lire en espagnol ? Ça serait bien. De la même façon, s'il y a des Espagnols qui nous écoutent. Pues, ¿quién es usted? Somos lo que eres tú. ¿Cómo podrías definirte? Pues no tengo la menos idea. Tengo la conciencia de todo lo que vivía ahí abajo. Sé lo que estaba ahí abajo. Esperaba a ver si las emociones iban a modificar mi palabra, mi aspecto o lo que sentía. Nada de eso. Seguía estando bien en los aires, hablando libremente. De repente vi de manera clara a mi amigo en su trabajo, haciendo bromas con un compañero. Tan pronto después vi mi otra amiga masticando un bolígrafo con el aire serio. C'est un peu difficile parce que je n'ai pas le livre en espagnol, donc je le fais juste en lisant comme ça, et j'espère pas avoir fait de faute. C'était très bien, on avait l'impression de comprendre. Une autre petite pause musicale peut-être avec Anne Silla que vous avez choisie. Alors j'ai amené Anne Silla qui est une ancienne élève à moi que j'ai eue en première et en terminale, et donc qui a fait un répertoire de Barbara, et j'adore sa façon de chanter. Vraiment, elle transmet la bonne humeur, et je pense qu'elle aussi a choisi de faire dans sa vie vraiment quelque chose qui l'a porté, et ça rayonne dans sa musique et dans ses chansons. Donc je l'ai choisie pour la chanson qu'elle reprend de Barbara qui s'appelle Au revoir. Au revoir, nous étions bien ensemble, au revoir. Ces liens qui nous assemblent ne pourront se défaire ce soir dans cette gare pour ce train qui part. Au revoir, tu pars mais tu m'emportes, au revoir. Il faut fermer les portes, où que tu sois, je serai cachée à l'ombre de toi, à l'ombre de toi. Il faudrait peut-être que je te dise reste. Il faudrait peut-être que tu me dises bien. Au revoir, non, il n'y a personne pour nous voir qui se soucie en somme d'un homme qui prend son train le soir dans une gare pour autre part. Au revoir, oui, je serai prudente, et ce soir, oui, c'est promis, je rentre. Que dis-tu? Oui, j'ai froid, je frissonne, mais c'est vrai que c'est bientôt l'automne. Il faudrait peut-être que je te dise reste, et tout changerait peut-être si tu me disais bien.
que je pardonne si demain je recevais une lettre de toi. Une lettre de toi, me disant peut-être, tout à coup je comprends que tu m'avais quitté peut-être pour longtemps, oui. Après cette petite pause musicale, c'est avec grand plaisir que je retrouve Anne et Delphine Mourgue-Larnaud. Nous ne vous en dirons pas plus sur son ouvrage qui s'appelle Sous un bougainvillier. Tout ce que nous allons vous dire maintenant, c'est le processus, après avoir parlé du processus d'écriture, et bien comment on en arrive à l'édition, comment tout ça a commencé. Oui, l'édition Sous le bougainvillier est parue aux éditions Petit Tirage, mais auparavant, il y avait une édition, alors on dit une édition e-book. Voilà, une édition en version e-book, parce qu'en fait, dans ma recherche de maison d'édition, donc pour être édité à compte d'éditeur, j'ai privilégié tout d'abord des maisons d'édition qui faisaient des versions e-book, car comme je l'avais écrit aussi en espagnol, je m'imaginais que si je voulais pouvoir diffuser mon livre en Espagne ou en Amérique latine, ça allait être très compliqué de demander à exporter des livres en Amérique latine ou en Espagne. Donc j'ai choisi ce moyen, et en version e-book, il y a une maison donc d'édition qui a été OK pour m'éditer, donc qui s'appelle Petit Tirage. Ensuite, grâce aux réseaux sociaux, toujours sur Internet, j'ai trouvé une plateforme de distribution en Espagne qui s'appelle libros.com, et donc qui m'a permis de diffuser en Espagne la version e-book. Et puis, grâce à cette version e-book, même si c'est encore pas trop démocratisé ni en France ni en Espagne, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée par une enseignante de l'école officielle des langues à Madrid. Elle a choisi mon roman qui lui a plu pour l'étudier avec ses élèves, et en fait donc elle leur faisait lire une partie du livre, après ils devaient émettre des hypothèses, et ils ont l'habitude d'inviter l'auteur à faire une conférence, et j'ai profité d'un voyage d'affaires pour pouvoir donner une conférence dans cette école, et du coup le bouche à oreille a bien fonctionné, et mon éditeur m'a proposé donc de faire la version papier. Donc pour le mois prochain, au mois de mars, il va sortir ce mois-ci, enfin dans une semaine normalement. Donc voilà, de me faire une version papier bilingue où il y aura d'abord la première histoire sera en français, suivie de l'histoire en espagnol. Et c'est un peu inespéré d'avoir mon livre en version papier, et j'en suis vraiment très heureuse.
Voilà. Comment vous avez le contact avec vos lecteurs de e-book? Il y a un vrai contact avec un lecteur sur le net? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'avec des lecteurs avec le livre papier. Cependant, j'ai créé par exemple une page Facebook pour que les gens puissent me faire des commentaires sur le livre. En Espagne, sur la plateforme de distribution, ils ont aussi un blog qui permet de faire des commentaires. Il y a une personne d'ailleurs qui m'a fait une interview en espagnol, ça s'appelle Algo Más que Libros. Donc elle m'a fait une interview et il y a pas mal de commentaires sur mon livre, sur ce que les gens en ont pensé. Donc ça reste tout très virtuel, mais bon, il faut croire qu'il faut s'adapter à notre époque. Moi en tout cas ça me convient très très bien, tout ce qui est internet, mais bien sûr on en revient toujours au livre papier, puis pouvoir toucher mon livre et être sur les étagères de pas mal de mes amis, ça me remplit de joie. Oui, et bien Delphine, tout ce qu'on vous souhaite, c'est qu'effectivement la version papier vous permette de rencontrer vos lecteurs, que cette histoire trouve un écho parmi les lecteurs on va dire de toute la France et de l'Europe, en espagnol, etc., et de l'Amérique du Sud. Nous vous remercions vraiment d'être venus aujourd'hui et à bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu et à très bientôt. Voilà, c'était un portrait de femme en ce 8 mars. Delphine Mourgue-Larnaud